4 astronautes se sont élancés de la Terre à bord du vaisseau spatial nommé Integrity il y a quelques jours. En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen sont plus proches de la Lune qu'aucun être humain ne l'a été depuis plus d'un demi-siècle. Chaque système qui les maintient en vie a été payé au prix fort, non pas en argent ou en temps, mais en vie humaine. Des décennies de vie. Le chemin vers Artemis II n'est pas pavé de triomphes, mais de cercueils. Nous n'en parlons pas assez. Nous célébrons les lancements, nous partageons les photographies de la Terre qui rapetissent dans le hublot de la cabine, nous regardons les comptes à rebours et nous applaudissons. Mais derrière chaque mission réussie se trouve un cimetière de leçons qui n'ont été apprises que parce que quelqu'un est mort auparavant. Artemis II n'a pas commencé le 1er avril 2026. Elle a débuté par une soirée de janvier 1967 dans une capsule scellée remplie d'oxygène pur lorsque 3 hommes ont péri dans un incendie sur une rampe de lancement en Floride. Gus Grissom était un vétéran ayant volé dans Mercury et commandé la première mission Gemini. C'était, à tous égards, l'un des astronautes les plus expérimentés de la NASA. Ed White fut le premier Américain à marcher dans l'espace. Un homme qui aimait tant être à l'extérieur de son vaisseau que le contrôle de mission dut lui ordonner de rentrer. Roger Chaffee était la recrue, le plus jeune des 3, âgé de 31 ans. Un aviateur naval qui n'avait jamais été dans l'espace, mais s'était préparé pendant des années pour ce moment. Le 27 janvier 1967, les 3 hommes furent scellés à l'intérieur du module de commande Apollo 1 au complexe de lancement 34, Cap Kennedy, pour une simulation de compte à rebours de routine. Ils ne devaient pas aller dans l'espace ce jour-là. Ils s'entraînaient. Le vaisseau était pressurisé avec de l'oxygène pur à une pression légèrement supérieure à la pression atmosphérique, une décision qui, rétrospectivement, transforma leur capsule en une bombe attendant une étincelle. Les problèmes commencèrent tôt. Les communications étaient si mauvaises que Grissom, frustré, déclara à la radio « Nous avons la Lune. On n'arrive pas à parler entre 3 bâtiments. » Il se demandait comment ils étaient censés communiquer entre la Terre et la Lune s'ils ne pouvaient même pas parler entre 2 bâtiments. Le test s'éternisa. Les retards s'accumulèrent. Puis, à 18h31, une étincelle provenant d'un fil effiloché sous le siège de Grissom trouva l'oxygène. L'oxygène pur ne brûle pas comme l'air normal. Il détonne. Dans cet environnement, des matériaux qui ne feraient que couver dans une atmosphère normale, filets en nylon, bandes velcro, rembourrage en mousse, s'embrasèrent en un enfer. La voix de Roger Chaffee retentit à la radio. Du feu, puis le silence. Ed White tenta d'ouvrir l'écoutille. Elle était conçue avec 6 boulons qui nécessitaient une clé à cliquer pour être ouverts un par un de l'intérieur. Dans des conditions normales, cela prenait environ 90 secondes. Dans ces conditions, avec la pression interne qui montait, la cabine se remplissant de fumée et de flammes, c'était impossible. L'écoutille était conçue pour maintenir les astronautes en sécurité à l'intérieur. Le 27 janvier, elle les a piégés. 27 techniciens sur la rampe se précipitèrent pour aider et furent repoussés par la chaleur et une fumée si dense qu'ils ne pouvaient pas voir leurs propres mains. Au moment où ils réussirent à ouvrir l'écoutille, 5 minutes après le premier appel de Chaffee, les 3 hommes étaient morts. Le médecin légiste détermina qu'ils étaient décédés par asphyxie due à des gaz toxiques. Leur combinaison avait fondu et fusionné avec l'intérieur de la cabine. Il fallut 6 heures avant que quiconque puisse commencer à retirer leur corps. L'enquête qui suivit identifia plus de 1400 problèmes de sécurité sur le vaisseau Apollo. 1400. L'atmosphère d'oxygène pur, les matériaux inflammables à l'intérieur de la cabine, la conception de l'écoutille, la qualité du câblage. North American Aviation, l'entrepreneur qui avait construit la capsule, était au courant de beaucoup de ces problèmes. La NASA en connaissait aussi certains. Gus Grissom lui-même était tellement frustré par la qualité du vaisseau que son équipage posa pour un portrait simulé, tête inclinée en prière, mains jointes, et l'envoya au chef de programme avec une inscription. « Ce n'est pas que nous ne vous faisons pas confiance, Joe, mais cette fois, nous avons décidé de passer au-dessus de votre tête. » Il plaisantait, et puis il était mort. La NASA suspendit les vols habités Apollo pendant 20 mois. Ils redessinèrent l'écoutille pour qu'elle puisse être ouverte en quelques secondes. Ils remplacèrent l'atmosphère de la cabine par un mélange d'azote et d'oxygène lors des tests au sol. Ils retirèrent tous les matériaux inflammables qu'ils purent trouver. Ils reconstruisirent le vaisseau de l'intérieur vers l'extérieur. Gene Kranz, le directeur de vol, réunit son équipe après l'incendie et leur dit quelque chose qui devint une sorte de credo. Nous étions trop enthousiastes avec le calendrier et nous avons ignoré tous les problèmes que nous rencontrions chaque jour dans notre travail. Chaque élément du programme était en difficulté, et nous aussi. 2 ans plus tard, Apollo 11 atterrissait sur la Lune.
Le module de commande qui transporta Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins en toute sécurité lors de la rentrée et de l'amérissage était un descendant direct des leçons tirées de la mort de Grissom, Whitehead Chaffee. L'écoutille à ouverture rapide, les matériaux résistants au feu, les normes de câblage, les procédures d'atmosphère de cabine repensées, tout cela est issu de cette soirée au pas de tir 34. Le complexe de lancement 34 lui-même fut déclassé en 1969. Aujourd'hui, il se dresse abandonné au Cap, envahi par les mauvaises herbes et les poivriers sauvages, rouillant lentement dans l'air salin de Floride. Un panneau décoloré indique abandonné sur place. 3 bancs de granit sont installés à sa base, un pour chaque homme. Chaque janvier, famille et amis y reviennent pour déposer des fleurs. Le lien entre Apollo 1 et Artemis 2 n'est pas abstrait. Le vaisseau Orion, posé au sommet de cette fusée SLS, utilise un système d'écoutille à ouverture rapide, des matériaux intérieurs résistants au feu et une atmosphère gazeuse mixte lors des opérations au sol. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des lignées de conception directe. Chacune de ces caractéristiques existe parce que 3 hommes n'ont pas pu sortir à temps d'une capsule en flammes. 3 mois après l'incendie d'Apollo 1, le 24 avril 1967, le cosmonaute Vladimir Komarov devint la première personne à mourir au cours d'une mission spatiale. Son vaisseau Soyouz 1 avait été en proie à des problèmes dès qu'il avait atteint l'orbite. L'un de ses panneaux solaires ne s'était pas déployé, le système de contrôle d'attitude avait mal fonctionné, et le vaisseau avait commencé à chuter. Komarov lutta contre le véhicule pendant plus d'1 journée, essayant de le stabiliser, de l'aligner pour la rentrée. Il réussit de justesse. Le vaisseau rentra dans l'atmosphère, puis le parachute principal ne s'ouvrit pas. Soyouz 1 s'écrasa au sol à environ 40 mètres par seconde. Komarov fut tué sur le coup. Lorsque l'équipe de récupération arriva, elle trouva une masse métallique carbonisée. Ces restes étaient à peine identifiables. L'enquête révéla que le conteneur du parachute avait été mal fabriqué. Les parois intérieures étaient trop rugueuses, recouvertes d'une substance polymérisante qui aurait dû être lisse, et les suspentes du parachute s'étaient accrochées lors de la tentative de déploiement. Le parachute de secours s'était emmêlé avec le parachute principal partiellement déployé. Des ingénieurs avaient pourtant averti que le vaisseau n'était pas prêt. Plus de 200 problèmes techniques avaient été documentés avant le lancement. Des inspecteurs du contrôle qualité avaient signalé leurs préoccupations. Rien de tout cela n'importa. La pression politique, le désir d'organiser un rendez-vous spectaculaire entre 2 vaisseaux pour coïncider avec une célébration nationale, poussèrent la mission à être maintenue. Komarov aurait su qu'il allait probablement mourir. Gagarine, son ami et pilote de réserve, avait tenté de le faire remplacer, arguant que les dirigeants soviétiques ne risqueraient jamais la vie du cosmonaute le plus célèbre du monde et annuleraient entièrement la mission. Mais le stratagème ne fonctionna pas. Lorsque des collègues demandèrent à Komarov pourquoi il n'avait pas simplement refusé de voler, sa réponse fut dévastatrice par sa simplicité. S'il refusait, Gagarine prendrait sa place. Il ne laisserait pas son ami mourir pour lui. Il monta donc dans un vaisseau qu'il savait défectueux, il orbita la Terre pendant plus d'1 jour pendant que les systèmes tombaient en panne autour de lui. Et lorsque le parachute ne s'ouvrit pas, il tomba. Gagarine mourut 11 mois plus tard dans un accident d'avion. Il avait 34 ans. 4 ans plus tard, les Soviétiques subirent leur pire catastrophe spatiale. Le 30 juin 1971, les cosmonautes Georgi Dobrovolski, Vladislav Volkov et Viktor Patsaïev retournaient sur Terre après avoir passé 22 jours à bord de Salyut 1, la première station spatiale du monde. Ils avaient battu tous les records d'endurance. Au moment où leur module de descente Soyouz 11 se sépara du module orbital, une valve d'égalisation de pression s'ouvrit prématurément. À une altitude de 168 km, encore fermement dans le vide spatial, l'air à l'intérieur de leur capsule commença à s'échapper. Ils ne portaient pas de combinaison pressurisée. Le vaisseau Soyouz avait été conçu pour transporter 3 cosmonautes, mais seulement s'ils ne portaient pas de combinaison, car la cabine était trop petite pour 3 hommes équipés. C'était un compromis connu, un gain de poids, un pari risqué. La valve était cachée sous les sièges des cosmonautes. Il y a des preuves qu'ils tentèrent de la trouver et de la fermer manuellement, un processus qui aurait pris plusieurs minutes. Même dans des conditions idéales, ils avaient moins d'1 minute. En 30 secondes après l'ouverture de la valve, la pression de la cabine chuta à un niveau proche du vide. Ils perdirent connaissance. En moins de 2 minutes, ils étaient morts. La capsule poursuivit sa descente en mode entièrement automatique. Le parachute se déploya. Elle atterrit en douceur au Kazakhstan, exactement comme prévu. Lorsque l'équipe de récupération ouvrit l'écoutille, s'attendant à saluer 3 explorateurs spatiaux triomphants, elle trouva 3 hommes morts, toujours attachés à leur siège, le visage bleu et silencieux. Les tentatives de réanimation furent vaines. L'ensemble du programme spatial soviétique fut interrompu pendant 2 ans.
Lorsqu'ils reprirent les vols, les cosmonautes portèrent des combinaisons pressurisées lors du lancement et de la rentrée. Toujours, sans exception. Le Soyouz fut repensé pour ne transporter que 2 cosmonautes au lieu de 3, créant ainsi suffisamment d'espace pour que les 2 hommes puissent porter des combinaisons pressurisées complètes. Cette exigence perdure à ce jour pour tous les vaisseaux spatiaux habités sur Terre, y compris Orion. Les combinaisons que l'équipage d'Artemis II portait lors de son lancement il y a quelques jours, les combinaisons de survie de l'équipage Orion, ils les ont encore utilisées aujourd'hui alors que le vaisseau approche de la Lune. Ces combinaisons existent grâce à Dobrovolsky, Volkov et Patsaïev, parce que 3 hommes ont suffoqué dans le silence de l'espace, tandis qu'une valve de la taille d'une pièce de monnaie vidait leur atmosphère dans le néant. Le 2 août 1971, environ un mois après les funérailles de Soyouz 11, les astronautes d'Apollo, 15 David Scott et James Irwin, déposèrent une petite figurine en aluminium et une plaque sur la surface de la Lune sur le site d'atterrissage de Hadley Apennines. La plaque énumérait les noms de 14 astronautes et cosmonautes décédés dans la quête de l'exploration spatiale. Dobrovolsky, Volkov et Patsaïev y figuraient, tout comme Grissom, White et Chaffee. Américains et soviétiques, côte à côte sur la Lune. Elle s'y trouve toujours. Puis vinrent les navettes. Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger, 7 membres d'équipage, dont Christa McAuliffe, une enseignante de lycée du New Hampshire, sélectionnée parmi plus de 11 000 candidats pour être la première civile dans l'espace. Des millions d'écoliers regardaient le lancement en direct, beaucoup depuis leur salle de classe. 73 secondes après le décollage, la navette se désintégra. La cause était un joint torique défectueux dans le propulseur d'appoint à poudre droit. La matinée était exceptionnellement froide à Cap Canaveral, et les joints en caoutchouc s'étaient raidis à basse température, perdant la flexibilité nécessaire pour maintenir une étanchéité parfaite entre les segments du propulseur. Des gaz de combustion chauds s'échappèrent par le joint défaillant, percèrent le réservoir de carburant externe et le véhicule se désintégra. Des ingénieurs de Morton Thiokol, l'entreprise qui fabriquait les propulseurs, avaient averti la NASA la nuit précédente que les joints toriques pourraient ne pas fonctionner par temps froid. Ils avaient recommandé de retarder le lancement. Les responsables de la NASA insistèrent. Les ingénieurs furent ignorés. Le lancement eut lieu. Francis Scobie, Michael Smith, Judith Resnick, Alison Onizuka, Ronald McNair, Gregory Jarvis, Krista McAuliffe. Sept noms, sept personnes. L'enquête révéla par la suite que la cabine de l'équipage avait survécu à la désintégration initiale en grande partie intacte. Au moins, certains membres de l'équipage étaient conscients après la rupture du véhicule. Des packs d'oxygène d'urgence avaient été activés. La cabine chuta pendant 2 minutes et demie avant de heurter l'océan Atlantique à environ 320 km/h. Cet impact n'était pas survivable. La commission Rogers, qui enquêta sur la catastrophe, conclut que la décision de lancer était fondamentalement erronée, enracinée dans ce qu'ils appelèrent une normalisation de la déviance. L'érosion des joints toriques avait été observée lors de vols précédents. Plutôt que de la traiter comme un avertissement, la NASA la considéra comme un risque acceptable parce que les vols précédents avaient atterri en toute sécurité. Chaque atterrissage réussi avec des joints toriques endommagés rendait les dégâts plus normaux. Jusqu'au matin où cela coûta la vie à 7 personnes. La NASA créa un tout nouveau bureau de la sécurité, de la fiabilité et de l'assurance qualité. Ils redessinèrent les propulseurs d'appoint à poudre. Ils mirent en œuvre des systèmes d'évacuation. Ils exigèrent que les membres d'équipage portent des combinaisons pressurisées pendant l'ascension et la rentrée. Une pratique que le programme de la navette avait initialement abandonnée pour que les vols semblent plus routiniers. La navette était censée rendre les voyages spatiaux aussi banals qu'un vol de JFK à Londres. Challenger prouva que ce n'était rien de tel. Ça ne l'a jamais été. Ça ne le sera jamais. 17 ans plus tard, presque jour pour jour, le schéma se répéta. Le 1er février 2003, la navette spatiale Columbia. Lors du lancement, un morceau de mousse isolante se détacha du réservoir externe et frappa le bord d'attaque de l'aile gauche de l'orbiteur, perçant un trou dans les panneaux de carbone renforcés qui protégeaient la navette pendant la rentrée. Des ingénieurs au sol remarquèrent l'impact de la mousse, certains exprimèrent des inquiétudes. La direction conclut que les débris étaient peu susceptibles de causer des dommages graves, en partie parce que des impacts de mousse s'étaient produits lors de missions précédentes sans catastrophe. La même logique, la même normalisation, le même refus de traiter une anomalie récurrente comme l'urgence qu'elle était. 16 jours plus tard, Columbia rentra dans l'atmosphère. Pendant ces 6 jours, l'équipage avait mené plus de 80 expériences en microgravité.
Ils n'avaient aucune idée que l'aile était compromise. Des ingénieurs au sol avaient demandé des images satellites pour évaluer les dégâts, mais la demande fut rejetée par la direction qui n'en voyait pas la nécessité. Une équipe d'ingénieurs prépara même un plan d'urgence au cas où les dégâts seraient graves, explorant la possibilité pour l'équipage de se réfugier à bord de la Station spatiale internationale. Ce plan ne fut jamais formellement évalué. Personne en position d'agir ne crut que la mousse pouvait avoir causé des dommages critiques. Des gaz surchauffés pénétrèrent par le trou dans l'aile pendant la rentrée. Au début, ce n'était qu'une anomalie de température dans les données des capteurs. Quelques degrés plus chauds que prévu dans le puits de la roue gauche. En quelques minutes, la structure interne fondit. L'aile s'effondra. L'orbiteur se désintégra au-dessus du Texas et de la Louisiane à 60 km d'altitude. Des débris pleuvirent sur 2 États. Plus de 82 000 pièces furent finalement récupérées, totalisant environ 38% du poids à sec du véhicule. Rick Husband, William McCool, Michael Anderson, David Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark et Ilan Ramon, un pilote de chasse israélien et le premier astronaute israélien. 7 noms de plus. Le conseil d'enquête sur l'accident de Columbia publia une conclusion accablante. La NASA n'avait pas appris les leçons de Challenger. La culture organisationnelle qui permettait de redéfinir des risques connus comme acceptables n'avait pas été corrigée. Elle avait survécu 10 à 7 ans et tué 7 personnes de plus. Le conseil écrivit que les causes des 2 catastrophes étaient, à la base, identiques. Le programme de la navette se termina finalement en 2011, après 135 missions. 14 astronautes morts au cours de 2 échecs catastrophiques. Et dans les cendres de ces échecs, la nouvelle génération de vaisseaux spatiaux commença à prendre forme. Le Congrès exigea le développement d'un nouveau système de lancement. Les ingénieurs de la NASA et de ses sous-traitants commencèrent à concevoir ce qui allait devenir le Space Launch System et la capsule Orion. Le SLS utilise des propulseurs d'appoint à poudre dérivés de ceux de la navette, mais repensés avec les leçons de la défaillance des joints toriques de Challenger intégrés à chaque joint. Les moteurs AirSwing 5 de l'étage central sont la même conception de moteur qui propulsait les orbiteurs de la navette, raffinés et améliorés au cours de décennies d'opérations. Le bouclier thermique d'Orion, celui qui protégera l'équipage d'Artemis II lorsqu'il reviendra dans l'atmosphère terrestre, à plus de 40 000 km/h dans quelques jours, est un bouclier ablatif spécifiquement conçu pour éviter la vulnérabilité basée sur les tuiles qui a détruit Columbia. Lorsque Artemis I a volé sans équipage en 2022, le bouclier thermique a bien fonctionné dans l'ensemble. Mais les ingénieurs ont découvert une érosion inattendue du matériau ablatif, des sections où le revêtement protecteur s'est usé plus que ce que les modèles prévoyaient. C'était un problème. Plutôt que de l'ignorer, plutôt que de le normaliser comme la NASA avait normalisé les impacts de mousse, le programme a été mis en pause. Les ingénieurs ont enquêté. Ils ont ajusté le profil de rentrée pour Artemis II, modifiant la trajectoire pour réduire les contraintes sur le bouclier. Ils ont retardé la mission. Ils ont ramené la fusée au bâtiment d'assemblage des véhicules pour résoudre un problème d'hélium. Ils ont effectué des tests supplémentaires. Le lancement a glissé de fin 2024 à septembre 2025, puis à février 2026, puis à avril 2026. Chaque retard fut critiqué. Chaque retard a coûté de l'argent. Et chaque retard fut le résultat direct d'une agence spatiale qui avait appris, par la mort de 21 personnes, que la pression du calendrier tue. C'est l'héritage invisible d'Artemis II. Pas seulement le matériel, pas seulement les conceptions d'écoutilles, les combinaisons pressurisées et les matériaux de bouclier thermique. Mais la culture, la volonté d'arrêter et de résoudre le problème, même lorsque la pression politique est énorme, même lorsque le budget saigne, même lorsque le public est impatient. Cette volonté a été achetée au prix le plus élevé possible. Il y a des noms que la plupart des gens ne connaissent pas. Valentin Bondarenko, un cosmonaute stagiaire soviétique, décédé en mars 1960, et quelques semaines seulement avant le vol historique de Gagarine, lorsqu'un incendie s'est déclaré dans une chambre à oxygène pressurisée lors d'un test d'endurance. Il avait 24 ans. Sa mort fut dissimulée par le gouvernement soviétique pendant des décennies. Theodore Freeman, un astronaute de la NASA, tué en 1964 lorsqu'une oie frappa son avion d'entraînement 38 lors d'un vol de routine, brisant la verrière et éteignant les 2 moteurs. Charles Bassett et Elliot See, l'équipage original de Gemini 9, tués dans un accident d'avion en 1966, alors qu'ils approchaient de l'usine McDonnell à Saint-Louis par mauvais temps. Clifton Williams, tué dans un accident de 38 en 1967. Robert Lawrence, le premier astronaute afro-américain, tué dans un accident de 104 la même année. Michael Adams, décédé lorsque son X-15 entra en vrille incontrôlable et se désintégra à 19 812 mètres d'altitude. Michael Halsbury,
le copilote de Spaceship Two, tué en 2014 lorsque le mécanisme d'empennage de l'appareil s'est déployé prématurément lors d'un vol d'essai propulsé. Ces noms apparaissent rarement dans les gros titres. Ils n'ont pas de cérémonie commémorative diffusée à la télévision nationale, mais chacun d'eux a contribué à l'ensemble des connaissances qui maintiennent les astronautes en vie aujourd'hui. Chaque décès fut un point de données dans l'éducation continue et douloureuse de l'espèce humaine sur la manière de quitter sa planète natale sans y laisser sa vie. Chaque protocole de siège éjectable, chaque restriction d'enveloppe de vol, chaque système d'évasion d'équipage qui a été affiné au fil des décennies porte les empreintes de quelqu'un qui a manqué d'altitude, de vitesse ou de temps. Et puis, il y a les personnes dont nous ne connaîtrons jamais les noms. Le 24 octobre 1960, au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, un missile balistique intercontinental Air-16 explosa sur la rampe de lancement lors d'essais préalables au lancement. L'explosion et l'incendie qui s'ensuivit tuèrent environ 120 personnes, personnel militaire et ingénieurs civils, dont le maréchal Mitrofan Nedelin, commandant des forces de roquettes soviétiques, qui était assis à seulement 20 mètres de la fusée pour faire pression sur ses équipes afin qu'elles travaillent plus vite. Le gouvernement soviétique a classifié l'intégralité de la catastrophe pendant des décennies. Une autre explosion au cosmodrome de Plesetsk en 1980 fit 48 morts supplémentaires. Ce n'étaient pas des astronautes, c'étaient les techniciens, les soudeurs, les manipulateurs de propergol, les gens qui construisaient les machines, les alimentaient en carburant et serraient les boulons. Leurs noms ne figurent sur aucun mémorial que la plupart des Américains reconnaîtraient, mais ils font aussi partie de cette histoire. Chaque élément d'infrastructure de sécurité au sol, au Centre spatial Kennedy, chaque procédure de ravitaillement, chaque calcul de rayon de souffle, découle de leçons apprises lors d'incendies et d'explosions qui ont tué des travailleurs dont la seule ambition était de faire leur travail et de rentrer chez eux. À ce jour, 791 personnes ont voyagé dans l'espace. 19 d'entre elles y sont mortes, soit un taux de mortalité de 2-4%. Si l'on inclut les tests au sol, les vols d'entraînement et les accidents de préparation, ce nombre dépasse les 30. Si l'on compte les équipes au sol et les civils tués lors d'accidents de lancement, les techniciens méconnus, les travailleurs anonymes de Baïkonour, de Cap Canaveral et d'installations du monde entier qui ont été vaporisés dans des explosions ou empoisonnés par des fuites de propergol, le nombre dépasse largement les 150. En ce moment même, quelque part dans le vide entre la Terre et la Lune, 4 personnes sont en vie à l'intérieur d'une capsule conçue pour les maintenir en respiration dans des conditions qui tueraient un humain non protégé en environ 15 secondes. Ils voleront autour de la face cachée de la Lune, plus loin de chez eux qu'aucun humain n'a voyagé depuis décembre 1972. Ils verront des choses que seules 24 personnes dans toute l'histoire ont jamais vues de leurs propres yeux. Le système d'abandon de lancement au-dessus de leur capsule, celui qui les arracherait à la fusée en une fraction de seconde si quelque chose tournait catastrophiquement mal pendant l'ascension, fonctionne grâce à Apollo 1. Les combinaisons pressurisées qu'ils portent existent grâce à Soyouz 11. Les joints des propulseurs d'appoint à poudre sous leurs pieds ont été repensés à cause de Challenger. Le bouclier thermique sous leurs pieds a été soumis à des tests de stress avec une prudence accrue à cause de Columbia. La culture, qui a retardé leur lancement 3 fois pour résoudre les problèmes plutôt que de voler avec des risques connus, a été forgée dans la mort de 20 et un astronaute et cosmonaute qui n'ont pas eu cette chance. Artemis 2 n'a pas commencé il y a quelques jours sur une rampe de lancement en Floride. Elle a commencé dans une capsule en feu au pas de tir 34. Elle a commencé dans un cratère dans la steppe russe où un cosmonaute a heurté le sol parce que son parachute ne s'est pas ouvert. Elle a commencé dans une cabine dépressurisée où 3 hommes sont devenus bleus et silencieux pendant que leur vaisseau atterrissait parfaitement. Elle a commencé 73 secondes après un matin froid de janvier, lorsque 7 personnes, dont une enseignante, sont tombées du ciel. Elle a commencé lorsque de la mousse que personne n'a prise au sérieux a percé un trou dans une aile que personne n'a vérifié. Elle a commencé lors d'explosions classifiées dans des cosmodromes soviétiques qui ont tué des travailleurs dont les noms ont été effacés des registres publics. Elle a commencé chaque fois qu'un pilote d'essai est monté dans un jet, sachant que les marges étaient minces et les conséquences permanentes. L'équipage a nommé son vaisseau Orion x Integrity. Ils ont choisi ce nom, ont-ils dit, pour honorer la confiance entre les personnes rendant la mission possible. Plus de 300 000 composants individuels ont été intégrés dans un seul véhicule par des équipes travaillant à travers le monde. Mais intégrité signifie aussi complétude, globalité. Le vaisseau est complet parce que chaque fissure, chaque échec, chaque catastrophe dans l'histoire des vols spatiaux habités a été cousu dans sa conception. Il porte le tissu cicatriciel de 60 ans d'essais, de morts et d'essais encore.
Ce sont ces personnes qui ont construit Artemis II. Non pas avec leurs mains, mais avec leur mort. Et la seule façon de les honorer est de se souvenir que chaque protocole de sécurité, chaque système redondant, chaque lancement retardé, chaque décision d'ingénierie conservatrice qui ramène ces 4 astronautes vivants est un monument à quelqu'un qui n'est pas rentré chez lui. Grissom a dit un jour après sa mission Gemini 3 en 1965. Si nous mourons, nous voulons que les gens l'acceptent. Nous sommes dans une activité risquée et nous espérons que s'il nous arrive quoi que ce soit, cela ne retardera pas le programme. La conquête de l'espace vaut le risque de la vie. Moins de 2 ans plus tard, il était parti. Mais le programme ne s'est pas arrêté, il a changé. Et parce qu'il a changé, 4 personnes sont en vie ce soir. À 300 000 km de chez elles, volant vers la Lune à l'intérieur d'un vaisseau spatial construit sur tout ce que nous avons appris en les perdant.